des précieuses informations pour affiner notre intervention. Parce que le principe de France 2030, c'est que moi, je n'en suis que l'entraîneur. France 2030, c'est vous. C'est l'équipe de France sur le terrain, c'est l'équipe de France des entrepreneurs, des financiers, des chercheurs, des clusters. Tous les trucs en heure, en fait, font partie de France 2030, finalement. Mais plus sérieusement, on vit bien une métamorphose de société. On passe la chenille fossile au papillon électrique, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire une nouvelle forme d'énergie qui à la fois associe puissance et intelligence avec le numérique. On fait face à des défis dont la réponse du gouvernement est clairement l'innovation. Passer par le progrès et l'innovation pour trouver des solutions aux défis climatiques, énergétiques, démographiques qui sont face à nous. Et au milieu de tout ça, il y a effectivement une problématique qui, pendant très longtemps en France, a été au mieux négligée et au pire condamnée, c'est celle de l'industrie. Et ça, c'est un problème, si vous voulez, qui est à la fois un souci réel, parce qu'il y a eu une grosse désindustrialisation. Attendez une seconde. Jean-Marc, vous voulez venir? Venez, venez. Excusez-moi, il y a un de mes collaborateurs qui veut écouter ce que je raconte aussi, donc il est avec moi. Donc on est à la fois, comme je disais, c'est un énorme problématique parce qu'on a une désindustrialisation massive depuis 40 ans et la perte de souveraineté dans de très nombreux domaines. C'est en même temps, par rapport au retournement de l'énergie, je viens d'en parler, mais également de la manière de consommer, de la manière de produire, c'est également une opportunité extraordinaire parce que, à l'inverse de certaines de notre compétition européenne et internationale, on n'a pas une base installée de transition à gérer. On a fait déjà des mouvements finalement douloureux d'abandon de certaines industries. Donc moi, je crois beaucoup qu'il faut aussi voir non pas toute cette opération comme une simple réindustrialisation, mais une véritable néo-réindustrialisation, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire vraiment de se mettre dans un état d'esprit où les entreprises de demain industrielles ne ressembleront pas du tout à celles d'hier, que ça soit d'ailleurs dans leur process formel de production, que ce soit aussi dans la gestion des femmes et des hommes qui vont les composer, que ce soit également dans les capacités, les performances et les ambitions qu'elles pourront avoir. Alors, une fois que ce diagnostic a été posé, France 2030 travaille à plusieurs niveaux. Bon, on travaille effectivement au niveau de l'aide au départ, c'est-à-dire je vais appeler le prototypage, ça, vous avez certainement beaucoup entendu parler, c'est-à-dire des subventions, des avances remboursables auprès d'entreprises qui veulent démontrer dans le domaine industriel qu'elles ont des produits qui peuvent fonctionner, qui répondent à des attentes. Alors là-dessus, notre thèse d'investissement, elle est très basique. Et c'est d'ailleurs la thèse d'investissement qui nourrit l'intégralité de France 2030. Petit 1, on doit être transformateur. C'est-à-dire que l'argent de France 2030 doit aller vers justement des process industriels notamment qui soient transformateurs. On ne fait pas de capacitaire, on ne fait pas de bâtimentaire, on ne fait pas d'infrastructure. En gros, ce qui fonctionne, on ne l'amplifie pas, on cherche vraiment la rupture, la différence. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est qu'on doit être critique dans le montage d'un dossier. C'est-à-dire, si un dossier se monte sans France 2030, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que l'investissement privé, la pérennité du dossier, sa solidité, lui permet d'avoir accès à des investissements dans lesquels nous ne sommes pas partie prenante. J'insiste sur ce point parce que dans beaucoup de cas, on a des demandes de dossiers qui ont une pérennité, qui ont une solidité, et on se dit, mais vous savez, l'État n'est pas là pour être l'investisseur, puisque nous intervenons beaucoup, comme vous le savez, en non dilutif, il n'est pas là pour être l'investisseur qui vous manque. Si votre dossier est solide, je suis certain, et c'est l'entrepreneur en moi qui parle avec 40 années d'expérience, je suis certain que vous trouverez la solution. Donc on doit vraiment être critique, essentiel dans un dossier pour qu'il pivote, en fait. Alors notamment parce qu'on va dérisquer des investissements privés, notamment parce qu'on va pouvoir apporter une crédibilité de l'État à un dossier sur une société qui est peut-être plus jeune, plus fragile, avec un produit plus innovant. Donc,
Ça, c'est important. Et puis, le troisième élément de notre thèse, vous voyez, il n'y en a que trois, c'est que nous acceptons l'échec. Nous acceptons que le pari sur ces nouvelles technologies peut être, et j'espère dans la grande majorité des cas, gagnant, mais il peut arriver, pour des raisons tout à fait objectives, la science n'est pas parfaite, eh bien, il peut arriver que finalement, ce qui apparaissait comme une idée forte, qui apparaissait comme une technologie qu'on aurait pu développer, eh bien, ne va pas au bout. Alors, pourquoi nous acceptons cet échec? Parce que nous pensons en impact et en écosystème, et on se dit que mettre de l'argent dans des paris technologiques, même s'ils ne vont pas au bout, eh bien, c'est important parce que ça va créer un écosystème du marché, du milieu dans lequel cette technologie va intervenir, et par là même créer de la compétence, produit, en tout cas produit au sens symbolique du terme, rare, au niveau de la planète entière, c'est-à-dire la compétence du futur, la compétence des métiers d'avenir dont nous avons autant besoin. Donc ça, c'est la partie France 2030 à l'origine. Ensuite, effectivement, il faut donner une capacité aux entreprises de décoller. Donc, il y a le programme qui s'appelle Première Usine, dans lequel nous accompagnons les entrepreneurs dans un passage à l'échelle en disant on va construire les premières usines. Moi, je vais vous dire, en tant qu'entrepreneur du numérique qui a créé, je ne sais pas, peut-être une trentaine de boîtes dans ma vie, la start-up industrielle, pour moi, c'est l'épreuve ultime, c'est l'Everest de l'entrepreneuriat. Et c'est l'Everest en tongs et sans gants et face nord. C'est probablement la chose la plus complexe à faire en termes d'ambition entrepreneuriale. Mais c'est pour ça que l'État et l'accompagnement de l'État est certainement rassurant, intéressant, permet à des industriels plus d'audace, permet à des investisseurs plus de risques. Et ça, c'est important de le souligner. Et c'est bien dans cette approche-là qu'on a créé Première Usine. Ensuite, vous l'avez mentionné, pour aller encore plus loin, nous avons un certain nombre de fonds, donc des fonds plus traditionnels que historiques, hein, Ecotech, SPI, ADEME Investissement, qui sont tous des fonds qui viennent des plans d'investissement d'avenir, donc de maintenant de France 2030. Et nous avons maintenant ce nouveau fonds national de venture industriel pour aider justement cette fois-ci sous d'autres aspects, plus sous l'aspect de consolidation des fonds propres, l'essor industriel d'un certain nombre de projets. Alors, je vous ai dit qu'on allait aller encore un petit peu plus loin et je vais vous dresser quelques pistes sur lesquelles nous travaillons. La première piste sur laquelle nous travaillons, c'est que nous allons labelliser un certain nombre de fonds privés en leur expliquant que si on considère par rapport à leur angle d'investissement, par rapport à leur thèse d'investissement, qui souvent est basé, pour ceux que j'ai dans la tête, sur l'innovation, par rapport à leur marché qui correspond aux objectifs de France 2030, par rapport à leur segmentation choisie sur certains domaines, l'agriculture, l'espace, le quantique, etc., nous allons faire un accord, une espèce de pacte avec eux, qui ne sera pas automatique, mais qui est un pacte que je vais appeler de préférence. C'est-à-dire, nous, quand des sociétés s'adressent à nous, elles disent souvent, vous êtes formidables, vous nous apportez des subventions, mais on n'a pas de fonds propres. On n'a pas assez de fonds propres pour matcher le niveau de subvention que vous pourriez nous apporter. Donc là, l'idée, c'est de leur dire, ben voilà, on va vous donner une liste d'entreprises avec lesquelles nous sommes, d'investisseurs avec lesquels nous sommes partenaires. Et en tout cas, ils vont regarder vos dossiers avec bienveillance parce qu'ils savent que déjà, France 2030 a émis des avis favorables à un soutien potentiel de l'entreprise. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le retour du match. Ça, c'est le match retour. C'est qu'on demande à ces entreprises, quand elles estiment qu'un investissement est trop risqué, quand elles estiment que leur TRI n'est pas suffisant, au moment de faire le pas vers soutenir cette entreprise sur le plan des fonds propres, eh bien, elles ont un accès privilégié à France 2030 pour que nous puissions mettre les dossiers en haut de la pile et leur dire, effectivement, ce dossier correspond aux objectifs de France 2030, a des aspects stratégiques qui sont critiques pour nous, et nous paraît suffisamment solide scientifiquement et en termes d'objectifs et d'impact. Donc oui, nous viendrons en complément de votre investissement. Donc il y a une espèce de deal qui se fait là entre le privé et le public, dans lequel nous allons aller les voir, et c'est un peu le sens de cet engagement réciproque, pour leur proposer d'être nos partenaires de fonds propres à côté de nos subventions, et eux
venant nous dire on a besoin d'un peu plus d'espace en TRI. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un mécanisme automatique, hein, soyons bien clairs. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un guichet unique dans lequel nous rejetterions tous les autres dossiers. C'est totalement le contraire. C'est juste qu'on veut, encore une fois, simplifier, accélérer les montages de dossiers industriels auprès de partenaires. Ça, c'est l'étape 1. Et une deuxième piste, mais le président de la République lui-même l'a annoncé il y a une quinzaine de jours, c'est la constitution d'un groupe d'une centaine d'entreprises. Alors là, je peux vous dire que la sélection va être excessivement sélective, va être très, très précise. Une centaine d'entreprises qu'on va considérer comme étant des futurs champions internationaux de leur secteur. Et ces entreprises-là vont bénéficier d'un accompagnement particulier dans lequel, évidemment, je compte sur vous pour à la fois les identifier et probablement nous aider dans certains accompagnements. C'est des accompagnements qui seront sur à peu près tous les plans de la République. On va commencer par les plus théoriques, c'est-à-dire tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est problématique d'implantation. Ça va être avec les territoires déconcentrés. Ça va être avec effectivement les clusters sur la réflexion d'implantation, ça va être avec les pôles de compétitivité évidemment qui en font partie, ça va être avec les préfectures, les sous-préfectures, une réflexion donc là sur le plan réglementaire, implantation, facilité, un peu dans la philosophie de territoire d'industrie. Ensuite, sur les montages de dossiers, je viens de vous en parler, c'est-à-dire vraiment aider ces entreprises à accélérer dans leur montage de dossiers financiers. Avec en contrepartie d'ailleurs des demandes sur leurs usages et sur leurs pratiques RSE qui vont certainement être importantes parce qu'on fait aussi faire des modèles, si je peux dire comme ça, de vertu industrielle, hein, si je peux utiliser ce mot-là, c'est-à-dire en tout cas que leur éthique soit irréprochable. Ensuite, sur effectivement l'accompagnement à l'export avec Business France et vraiment d'avoir une espèce de couloir et des avantages certains pour qu'elle puisse tout de suite lancer global et qu'elle ne raisonne pas que hexagonale, compte tenu du fait qu'on va être transformant et qu'on veut fabriquer des champions, il faut les encourager à aller se battre sur les terrains où on doit se battre, c'est-à-dire les terrains internationaux. Et puis, enfin, sur tout ce qui est problématique de RH, en les mettant en connexion avec les différentes formations que nous avons soutenues ou autres. Mais bon, par exemple, dans les domaines du nucléaire, de la batterie, de l'espace, nous sommes actuellement avec le plan, avec l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, nous sommes actuellement dans une espèce de dynamique de formation qui est absolument extraordinaire, puisqu'on a à peu près aujourd'hui bien un demi-million de personnes supplémentaires en formation d'ici 2030, pour tous ces métiers d'avenir. Et l'objectif affiché, c'est d'en faire 1 million de plus dans ces canaux de nouvelles formations. Donc, vous voyez, ce groupe va être particulièrement boosté, si je peux dire comme ça, va être accéléré pour arriver à passer à l'échelle. Ce sont des investissements qui seront certainement plus importants, des soutiens qui seront plus importants. Évidemment, ce sont aussi des sociétés qui auront passé un cap, qui ne seront pas dans une phase de passage du prototype à la première usine, mais qui aurait véritablement passé un cap. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire comment nous pensons globalement le soutien à ces entreprises dans le cadre de France 2030. Et puis, je voudrais terminer mon propos introductif sur deux grandes directions. La première, j'en ai déjà parlé, mais je veux réinsister, parce que nous manquons de dossiers. C'est le CMA, donc compétences et métiers d'avenir. Donc, sur vos territoires, dans vos réseaux, nous pouvons aujourd'hui soutenir d'une façon très importante, puisqu'on subventionne jusqu'à 70% des dossiers, des montants d'investissement, toute formation qualifiante qu'on appelle métiers et compétences et métiers d'avenir. Quelques exemples. En Normandie, ce n'est pas encore annoncé officiellement, mais on en parle déjà beaucoup. Nous avons une formation nucléaire qui est en train de se mettre en place de façon importante. Dans le monde agricole, nous avons 5 formations qui seront annoncées dans les prochaines semaines, toutes prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, qui vont permettre de former des techniciens agricoles, des jeunes agriculteurs. Et là, on va de Bac-3
à post-bac, à post-doc. Hein, donc, les formations sont très larges. Dans le domaine de la batterie, nous lançons l'école de la batterie dans les Hauts-de-France. Ça a été annoncé. Dans des domaines de la soudure, nous avons beaucoup de problématiques de soudure en France avec l'arrivée des EPR, avec l'arrivée de l'hydrogène. L'école de l'hydrogène est en train de… On a des dossiers sur les écoles de l'hydrogène. Donc, là-dessus, sur compétences et métiers d'avenir, sincèrement, c'est au fil de l'eau. Il n'y a pas de relève. Nous sommes très attentifs aux dossiers. On les fait passer très vite parce qu'il y a une urgence à trouver les femmes et les hommes qui vont permettre, à côté de ces milliards, qui vont permettre de faire véritablement cette transformation. Et puis, le dernier point, c'est l'aspect territorial. France 2030, contractuellement, c'est 50% destiné aux acteurs dits émergents, PME, ETI, spin-off, derrière des structures qui sont légères. Donc, quand je dis contractuellement, c'est même légalement, parce que ça a été voté à l'Assemblée nationale et c'est une exigence. Donc, 50% de nos crédits doivent aller vers ces acteurs émergents. Où sont ces acteurs émergents? Surtout le territoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai entamé d'une façon totalement déterminée depuis le premier jour de mon mandat ici, et avec Jean-Marc Galland qui est en face de moi, que vous ne voyez pas parce qu'il est de l'autre côté de l'écran, mais qui est en charge de tout le pôle territoire du SGPI. Nous allons sur le terrain et nous soutenons les territoires. Nous avons besoin de dossiers qui viennent du terrain. Nous sommes passés, pour vous donner un schéma, hein, nous sommes passés grosso modo de 60% des crédits qui allaient en Île-de-France et 40% sur le reste du territoire, avec certains endroits d'ailleurs où il y avait juste zéro, à un meilleur équilibre. Nous sommes actuellement dans un espèce de 50-50. L'objectif, c'est bien de rééquilibrer, en gros, le schéma du PIB, qui voudrait qu'on tourne autour de 40, 42, 43 en Île-de-France et qu'on ait une manne beaucoup plus importante sur tous les territoires, quels qu'ils soient. Donc j'insiste là-dessus, en vous donnant deux pistes de réflexion et deux, ouvrez les guillemets, trucs. Le premier, c'est qu'il existe au niveau des régions, sous l'autorité du préfet de région et du président de région, de France 2030 régionalisé. L'intérêt de France 2030 régionalisé, c'est qu'on descend dans les tickets. C'est-à-dire que c'est sous leur autorité et les seuils sont bas. Donc ça permet à des structures légères de pouvoir avoir accès assez facilement à des moyens en local. Ensuite, nous avons un comité de suivi territorial, régional, qui a lieu donc une fois par an en gros, dans laquelle nous regroupons l'ensemble des acteurs qui s'intéressent et qui suivent France 2030 et qui agissent sur France 2030. Je pense que intéressez-vous à ce comité de suivi parce que ça montre bien la dynamique d'un territoire et ça me paraît important. Et enfin, on porte clairement une attention particulière sur un certain nombre de territoires, j'allais dire, inattendus, puisque vous voyez le Cantal, qui n'a jamais reçu un seul centime, par exemple, du PIA, hein, historiquement, enfin, quand je n'y ai pas reçu, ça a dû être inférieur, sur 10 ans, ça doit être inférieur à 100 000 euros. Hein. On a découvert qu'il y avait des pépites incroyables dans la fermentation. D'ailleurs, ça va aussi donner lieu à créer une école de la fermentation, dans un certain nombre de technologies aéronautiques de pointe. Donc, on s'aperçoit que dans les territoires inattendus, nous avons ce type de pépites. Et ce type de pépites qui ont des produits rares, donc chers, et surtout internationaux et mondiaux, donc avec un potentiel de croissance absolument extraordinaire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous donner un peu cette énergie, cette vision, cette clarté dans notre axe industriel. Et puis, je vais maintenant répondre à vos questions. Eh bien, mille merci. Là, nous allons aller effectivement au cœur de cette problématique avec l'un des départements clés parmi les 10 départements prioritaires. Il s'agit donc de la santé. Et nous allons avoir donc des questions à la fois du cluster biotech santé dont le directeur Philippe Hervé va exposer donc la question avec des exemples. Et puis ensuite, nous aurons effectivement un fonds d'investissement de Turenne Santé, Turenne Capital,
qui va exposer donc sa problématique et les questions qui se posent concernant ce domaine de la santé. Philippe Hervé, c'est à toi. Oui, merci Paul, merci Monsieur Bonnet pour ces mots d'encouragement et puis cette clarté dans vos propos. C'est toujours très appréciable et je vous en remercie. J'ai noté que dans le dernier observatoire de BPI France sur les startups et PME industrielles, la santé, ça représentait environ 35%, hein, donc c'était le premier secteur. Vous savez peut-être aussi qu'en région Bretagne, nous sommes basés, donc le cluster Biotech Santé Bretagne, nous sommes la 3e région Health-Tech dans le panorama France Biotech. Donc il y a une très forte dynamique sur notre territoire et puis aussi une très forte volonté de la région Bretagne. Vous avez mentionné donc le rôle des France 2030 régionalisées, très forte volonté de la région Bretagne de soutenir cette filière et notamment dans des projets d'industrialisation. Et notre cluster qui justement accompagne les secteurs biotech et santé, de notre nom, Biotech Santé Bretagne, nous avons un exemple qui est une société que vous connaissez peut-être, c'est la société Emarina, société qui a 15 ans, qui a une innovation de rupture hein, sur une solution d'oxygénation d'organes pour des transplantations et qui vient d'obtenir en septembre un marquage CE, ce qui positionne cette société comme la première société au monde à avoir ce type de solution et qui peut être désormais mis sur le marché. Et donc, qui a évidemment un projet d'industrialisation et d'implantation de sa ligne de production en région, hein, un projet d'environ 20 millions. Et la question qui me vient immédiatement à l'esprit après vous avoir entendu, c'est dans les dispositifs, et notamment sur le dispositif FNVI et les besoins en fonds propres de ces sociétés, qu'on arrive à ce genre d'investissement, eh bien, quel est le conseil, si vous en aviez un, à nous donner pour accélérer justement la mise en place de ces fonds d'innovation industrielle dans le cadre du FNVI? Oui, alors ça, c'est une question effectivement qu'on pourra voir, mais peut-être, Mounia, veux-tu compléter donc ce questionnement en tant que fonds d'investissement? Oui, effectivement, c'est une très bonne question qui est posée et qui rejoint un peu nos enjeux, nous, chez Turenne Santé d'aujourd'hui, puisque Turenne Santé, aujourd'hui, c'est à peu près 300 millions d'euros sous gestion et on investit de l'amorçage jusqu'au capital développement transmission, donc c'est-à-dire de la création de sociétés jusqu'à des sociétés qui sont rentables. On a soutenu dans le passé des sociétés, typiquement au stade des marinas, hein, c'est-à-dire qui démarraient la commercialisation de leurs produits, puisque Marina, avec son marquage CE, va démarrer la commercialisation de son produit. Donc, avec la commercialisation du produit, il y a souvent la phase d'industrialisation hein, qui est complètement parallèle. Et pour trouver, c'est vrai, des financements pour cette phase-là, c'est des sociétés sur lesquelles on a eu beaucoup de mal. Et pourtant, c'est des sociétés qui ont été des succès et qui ont été pérennes. Alors, à titre d'exemple, moi, je vais citer une société qu'on a financée dans le passé, hein, qui s'appelle AlioDX, qui était une société dans le monde du diagnostic, où on a construit un site aux États-Unis, donc avec toutes les problématiques de financement aux États-Unis. On a dû faire ça essentiellement sur fonds propres, avec toutes les difficultés qui étaient induites, les problèmes de TRI que vous avez mentionnés. Malgré tout, on l'a fait et ça a été un très, très beau succès. On l'a fait aussi dans le passé sur une société à Montpellier qui s'appelle Serve de Dienteka, qui aujourd'hui fait plus de 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc une société qui est aujourd'hui pérenne. Et on le fait aujourd'hui avec une société qui s'appelle De Synthé, qui est dans la région de Lyon, qui est passée de 0 à 5 millions de chiffre d'affaires, donc qui est au début de son aventure, mais qui sont des très belles sociétés qui méritent d'être financées, qui peuvent être des succès financiers, mais c'est vrai que souvent on a une problématique de financement de cette industrialisation et de cette commercialisation où la recherche de fonds propres n'est pas forcément évidente. Alors aujourd'hui, on travaille justement sur un fonds qui va s'adresser exactement à cette typologie de sociétés, donc des sociétés qui ont développé un produit innovant, qui sont pas loin de la commercialisation ou qui viennent de démarrer la commercialisation, qui ont donc tout un enjeu d'industrialisation. Et avec ce fonds, on souhaite soutenir ces sociétés, d'ailleurs qui sont souvent des sociétés qui sont en territoire, qui sont dans différentes régions de France et qui vont créer beaucoup d'emplois. Alors, Mounia, qu'est-ce que vous attendez de Bruno?
Alors, ben, moi, j'attends un soutien, c'est vrai, on a commencé à avoir des fonds. On a pas mal d'intérêts à date. On a notamment un gros assureur lyonnais qui souhaite se positionner en sponsor de ce fonds. Mais c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds classiques bah, qui s'orientent pas forcément sur ce type de fonds, qui préfèrent plutôt des fonds très innovants, qui vont construire les licornes de demain en biotech. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que c'est un fonds pure santé, mais je crois que vous vous en doutez. Et je trouve ça dommage de pas laisser, enfin, ou en tout cas, d'avoir un peu de mal à lever ce fonds, parce qu'on se retrouve un peu dans la situation de nos sociétés. Typiquement, à l'IODX, on a mis, pour certains tours de table, 24 mois à les réunir, parce que personne ne voulait les faire. Les fonds qui font du LBO, ils s'orientent sur des sociétés rentables. Les fonds qui font de l'innovation, ils préfèrent plutôt les modèles biotech avec une introduction sur le Nasdaq, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse monter un fonds comme ça parce que je pense qu'il y a un besoin pour ce type d'entreprise. Et je pense qu'on pourra créer des succès dans ce domaine-là et des vraies sociétés pérennes qui iront pas forcément aux États-Unis et qui n'auront pas spécifiquement un déplacement de leur gouvernance aux États-Unis pour devenir des succès. Mais Mounia, nous sommes sauvés, on a le FNVI. Je vais vous répondre si vous permettez, et je vous avais dit tous les deux d'ailleurs des choses très intéressantes. Quelques mots-clés, vous avez dit licorne, vous avez dit États-Unis, vous avez dit pérenne et vous avez dit biotech. Et en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est que la France devienne, et je pense que le président ne le veut pas, donc je me fais aussi l'écho de ce qu'il pense sans lui prêter des paroles, c'est que la France devienne une pépinière d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une pépinière? C'est un endroit où on plante des graines, on les arrose avec des subventions, avec un encadrement. Vous savez quand même que moi qui ai créé des sociétés dans à peu près, je sais pas, une trentaine de pays dans le monde, je peux vous dire que c'est le paradis de la start-up, la France. Le paradis de la start-up. À la fois territorialement, en termes de bienveillance, à la fois de moyens locaux, moyens nationaux, environnement des investisseurs comme vous, c'est le paradis de la start-up. Mais ça ne peut pas suffire. Hein, c'est pas on plante une graine, on l'arrose, on attend qu'elle devienne un petit arbuste, et quand elle est un arbuste, bah, ça tombe bien, les Chinois, les Russes, les Américains adorent les arbustes parce qu'au moins les premières difficultés de l'entreprise sont derrière nous. Hein, c'est comme les premières maladies infantiles, on n'aura pas à être réveillé la nuit par le petit qui tousse, et on replante ça dans un environnement qui, lui, est hyper capitalisé, avec des schémas de partage de valeur qui sont totalement en défaveur des entrepreneurs. Et on voit notamment, vous l'avez dit, la biotech partir aux États-Unis, etc., etc. Donc ça, c'est la règle de base. Donc moi, je suis ravi de votre intervention, madame, en disant, nous, on a du mal à lever des fonds. J'ai moi-même créé un fonds qui s'appelait Revolution Capital il y a 10 ans sur la robotique, qui était à l'époque considérée comme un alien. J'ai mis effectivement 18 mois à réunir un fonds sectoriel. C'est pour ça que le FNVI est là. C'est-à-dire qu'au contraire, moi je pense qu'il faut pousser l'idée qu'on soutienne vos expertises et vos volontés d'expertise par des interventions. Donc, bon, là, je ne vais pas discuter spécifiquement de votre fonds, mais je pense que d'une façon stratégique, il est important de s'appuyer sur vos expertises et compétences et vos visions et de les soutenir à travers, effectivement, des consolidations de fonds, qu'elles soient d'ailleurs économiquement lourdes dans votre tour de table ou qu'elles soient symboliquement lourdes dans votre tour de table en fonction des objectifs de France 2030. Ça, c'est la première chose. Mais je vous encourage aussi, et vous le faites, vous l'avez dit, mais ça va mieux quand je le répète, à dire à ces entrepreneurs qu'on ne va pas les aider à devenir juste milliardaires. Ça veut dire qu'on va les aider véritablement à construire une pérennité sur le territoire. Parce que si vous voulez, quand je regarde en arrière et que je vois effectivement le nombre d'entreprises dans lesquelles l'État a apporté de la subvention d'une façon souvent importante en rapport à leur activité, où finalement, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, pour les bonnes raisons, ah, c'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Ah, c'est stratégique pour mon entreprise. Ah, ça m'ouvre un nouveau marché critique.
etc. Et je vois que l'entreprise est cédée, et ce mot que je déteste, serial entrepreneur, devient presque une collection de médailles au revers d'une veste de professionnels de l'entreprise. Je dis alerte rouge, vous avez utilisé le mot pérennité. Moi, je souhaite que le deal, ça soit que si on accompagne des fonds comme les vôtres, je parlais tout à l'heure d'éthique et de vertu, il y a une réflexion à avoir sur l'équilibre de cette pérennité. Et on ne peut pas réduire d'un côté un État qui veut accompagner et de l'autre côté des fonds qui disent tout ce qui m'intéresse, c'est mon TRI, tu comprends? Si je fais 20 fois la mise avec un Chinois, c'est dommage pour toi. Alors je sais que c'est complètement iconoclaste ce que je raconte. Je sais que c'est complètement. Je m'excuse, mais on a les témoignages aussi à passer. Sur cette question-là, on est bien clair. Nous, notre objectif, notre cible, ce sont les PME industrielles de très forte capacité de croissance et non pas nécessairement les startups, effectivement, qu'on revend. Donc, si vous le voulez bien, on va passer au témoignage. Et puis un petit propos complémentaire, Bruno, si vous permettez. Oui. Beaucoup des entrepreneurs que l'on rencontre dans le collectif de France Cluster, ce sont des gens qui sont très fermement ancrés dans leur métier, qui ne cherchent pas absolument à devenir des milliardaires, mais qui veulent construire une entité industrielle à la maille de la vision qu'ils ont de leur métier. On dit la même chose. Voilà. Et sur cette question-là, on va avoir le témoignage de Jean-Jacques Legat, donc de Polyméris, qui est donc un pôle qui est un pôle matériaux, qui impacte l'ensemble des secteurs industriels. Donc là, effectivement, on a un espace, disons, de démonstration particulièrement intéressant. Jean-Jacques, c'est à toi. Alors, merci, M. Gonel. Donc, un discours très clair et effectivement encourageant pour nos industriels. Je vais essayer de témoigner donc, dans le périmètre de Polyméris. Donc, nous sommes pôle de compétitivité dédié à la plasturgie, au composite et au caoutchouc. Et je reviendrai sur l'attachement qu'on a au territoire. Vous avez cité, et c'est vraiment dans l'ADN également du pôle, le témoignage qu'on vient d'avoir à l'instant de monsieur Boucher le confirme. Nos industriels, ils ne cherchent pas tous à devenir milliardaires, mais ils cherchent à développer de l'activité sur leur territoire. Ils sont implantés sur des territoires, ils cherchent à développer cette activité sur les territoires. Et puis aujourd'hui, dans notre filière, il y a un certain nombre d'enjeux avec des startups qui se retrouvent donc à des tournants de leur existence, de leur croissance, avec des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux autour de l'économie circulaire, de toute cette filière que connaît aujourd'hui la plasturgie sur le recyclage, l'intégration de nouveaux matériaux biosourcés, etc. Donc on a une foultitude de startups qui ont créé donc déjà des phases de R&D qui sont terminées sur des nouvelles technologies de recyclage, sur des nouveaux matériaux, des nouveaux biomatériaux, qui se trouvent confrontés justement à ce scale-up et ce besoin de fonds justement pour réussir, tout en étant sur leur territoire d'origine, cette croissance et ce passage à l'échelle. Et dans ce contexte, évidemment, donc ils ont besoin de fonds. Ils ont besoin de fonds et j'ai envie de dire des besoins de fonds et d'accompagnement qui aillent vite. Et aujourd'hui, c'est un peu là où on rencontre, pour en avoir accompagné effectivement quelques-unes, de la difficulté, de trouver les fonds qui vont bien, parce que les thèses d'investissement ont toujours des critères qui remplissent pas forcément toutes les cases. Donc, avoir les bons fonds, identifier les bons fonds, et puis derrière, accélérer un peu le processus. Aujourd'hui, quand on est start-up, on n'a pas forcément les reins suffisamment solides pour attendre vous parliez tout à l'heure 18 mois, 24 mois pour arriver à monter le fonds. Donc voilà, aujourd'hui, une des difficultés de nos entreprises, c'est ça, c'est identifier les bons fonds. Donc je suis content d'entendre le message ce matin donc avec ce fonds, mais derrière, c'est aussi comment accélérer le processus, parce qu'il y a une certaine usure, il y a une certaine solidité financière des startups qui ne leur permet pas parfois d'atteindre le bout du processus. Et donc voilà, c'était ça mon témoignage aujourd'hui pour la filière plasturgie, avec beaucoup de startups dans ces enjeux de la décarbonation, du recyclage des matériaux biosourcés, où on retrouve pas mal d'innovations qu'on voudrait réellement accompagner. Merci Jean-Jacques. Là, on va passer à une intervention particulièrement originale avec Karim Chouf,
du pôle Materalia. Il va nous parler de son club des investisseurs. Et ça, c'est très important parce que nous travaillons en étroite liaison avec BPI France et notamment avec les gestionnaires du fonds FNVI. Ils ont besoin effectivement d'un coup de main de la part d'investisseurs industriels pour convaincre leurs investisseurs traditionnels. Donc, Karim Chouf, la parole est à toi. Si tu ouvres ton micro, c'est encore mieux, je crois. C'est beaucoup mieux, oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Materalia, mais Materalia est le pôle de compétitivité qui traite tout le monde le connaît. de l'industrie des matériaux et des procédés. Club. Comme disait Paul, nous tentons de créer un club investisseur qui permet aux jeunes startups de se développer. Pour ça, on a pris le parti de ne pas forcément solliciter l'État, mais solliciter un peu les parties privées avec des fonds d'investissement privés, avec des business angels, des banques, etc. C'est pas facile de les réunir, tous ces gens-là. La BPI, bien sûr, les institutionnels, hein, tout le monde sera là. Et on veut identifier des porteurs de projets qui ont besoin de fonds pour pouvoir se développer dans l'industrie, les matériaux et les procédés de notre cœur de métier. Et c'est assez difficile parce que les porteurs de projets dans ces secteurs-là ont beaucoup de difficultés. On n'est pas un secteur comme les autres. Nos investisseurs ont besoin de beaucoup d'argent parce que l'industrie nécessite beaucoup d'investissement. On ne développe pas une innovation dans l'industrie comme on développe ça dans le numérique ou autre. On a vraiment besoin de faire des preuves de concept, de vraiment injecter beaucoup d'argent. Alors, l'État aide, mais nous pensons que ce n'est pas uniquement à l'État de faire l'effort et que les investissements privés de venir. Notre rôle à nous, c'est de nous poser à la croisée des chemins entre l'industrie traditionnelle, qui a vraiment des gros besoins de modernisation, et ces besoins de modernisation, pour les nourrir, il faut que ces startups puissent avoir des liens forts avec cette industrie traditionnelle, et de manière à ce que toutes ces innovations se retrouvent dans l'industrie traditionnelle qui est vraiment génératrice de valeur. Donc ce fonds d'investissement est en train de naître. C'est assez difficile à mettre en place. On s'inspire beaucoup de ce qui est fait de France Cluster et de leur projet Cluster Invest. Hein. On est en relation avec eux, on échange beaucoup. On s'inspire aussi de beaucoup de choses de ce type-là. Donc nous, on est à la croisée des chemins entre l'industrie traditionnelle et l'industrie du futur. Et justement, on a beaucoup de mal un peu à identifier quelles seront les répartitions et les soutiens financiers entre l'industrie traditionnelle et l'industrie qui a besoin de se renouveler, hein, et toutes ces startups. Comment est-ce que les financements seront répartis, hein, de France 2030 ou d'autres, et quelles sont les parties prenantes qui joueront un rôle dans cette répartition. Mon opinion, c'est vraiment que les pôles de compétitivité, et notamment Materalia, qui a un pôle dédié à l'industrie, ont un rôle à jouer dans cette mission de répartition et un rôle important à jouer. Parce que les clients de toutes ces startups qu'on cherche à soutenir, c'est vraiment les industries traditionnelles, les gros mastodontes français ou les grosses PME françaises qui ont vraiment besoin d'un renouvellement technologique, de passer un cap, de monter en modernité. Alors, un robot, ça coûte cher, mais un robot tout seul ne fait rien. Il faut vraiment créer l'environnement pour ça. Et pour ça, il faut vraiment une nouvelle vision dans le développement. Et je pense que le pôle de compétitivité doit être à la croisée des deux. Merci Karim. Alors, un dernier témoignage, Bruno, si vous me le permettez. Alors, avec Jean-Louis Dacosta, c'est la compétitivité globale des chaînes de production, avec des exemples qui vont être donnés, comme les filiales de Michelin, etc. Donc, Jean-Louis Dacosta, pour 2 minutes, ou 3. Oui, 2, à toi. Merci beaucoup. Merci déjà. Puis je suis assez content d'avoir entendu tous les mots-clés que vous avez cités par rapport à ce que vous mettez en place et les grandes directions que vous mettez en place. Quelque part, je pense que ça répond vraiment à un besoin sur nos territoires, et des notions de formation de territoire et de développement des entreprises dans les territoires. C'est hyper important pour le pôle CIM. Donc le pôle CIM, en 2 mots, c'est un pôle qui est dédié aux solutions pour l'industrie. Donc on est impliqué dans France 2030 puisqu'on a pas mal de dossiers qui ont
qu'on essaie de faire ressortir au niveau des territoires. On est impliqué dans la formation, parce que vous connaissez le Hall 32, M. Monel. On est un des acteurs créateurs du Hall 32. Donc, le sujet de la formation, pour nous, c'est un sujet capital. On est impliqué aussi dans les solutions au niveau national, puisqu'on est aussi acteur dans le comité le CSF-SIF. Donc là, on est vraiment au cœur des sujets qui vont permettre à l'industrie de progresser et d'être en performance. Et donc, on est confronté quasiment quotidiennement à ces sujets de passage du POC, finalement, ou j'ai tendance souvent à dire, du bout de produit qui sort d'un projet collaboratif de R&D pour aller vers un produit industriel. C'est vraiment un de nos sujets quotidiens. C'est pour ça que dans le cadre de la phase 5 des pôles, on a proposé que le pôle mette en place une offre de services dédiée, justement, pour comment accompagner nos PME pour passer du POC au produit industriel. Donc, on est en train de constituer cette offre de service. C'est tout un panel de prestataires ou de partenaires qu'on va mettre autour de nous pour nous accompagner. Et forcément, et tout ça, évidemment, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez parlé de RSE et de Green. Pour nous, c'est hyper important. C'est un des points clés aussi de notre démarche. Et donc, comment dire, cette démarche, en fait, on l'a construit aussi, parce que le sujet de la levée de fonds, c'est un sujet qui vient systématiquement. C'est pas, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui peinent parce qu'elles n'ont pas assez de moyens, parce qu'elles n'ont pas assez de formation, elles n'ont pas assez de compétences, parce qu'elles n'ont pas assez finalement de réseau en local, pas assez d'organisation. Nous, on est là aussi pour essayer de les accompagner sur ça. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Paul, on a des grands groupes dans notre écosystème comme Michelin, comme NTN, SNR, qui essayent aussi d'apporter leur brique à cette démarche. Le sujet de la levée de fonds pour les entreprises qu'elles accompagnent, c'est le même. Donc, il n'y a pas de différence quelque part. On constate les mêmes sujets. Donc maintenant, c'est comment on fait, comment on est vraiment content de voir qu'il y a le sujet du FNVI, il y a Cluster Invest qui se met en place. Donc ça, je pense que c'est vraiment une solution qui va être intéressante à développer. La question, c'est un peu quand est-ce qu'on pourra commencer à soumettre des dossiers, comment on procède, et comment on travaille ensemble. Voilà. Comment dire, pour terminer, en fait, c'est comment on peut accélérer tout ça quelque part. Comment on peut, nous, pour la compétitivité, on peut être un acteur de terrain pour accélérer en fait l'accès à ces fonds et accélérer le développement de ces PME qui en ont un besoin important, quoi. Voilà. Bruno. Oui, est-ce que je peux faire un petit commentaire avant de prendre les questions sur les trois interventions, parce qu'elles me paraissent très riches et intéressantes. Et puis je répondrai à monsieur Hervé, je crois, ou je sais, oui, je crois, et Marina aussi, parce que je n'ai pas répondu à sa question. Donc, je vais me permettre d'aller très vite. Je crois que ce que vous exprimez tous, c'est effectivement ces soucis de vitesse, et ils sont légitimes. Et nous cherchons clairement à accélérer. Maintenant, on a un certain nombre de procédures qui formellement, le SGPI reporte à l'Assemblée nationale qui vous représente, et les fonds sont notre argent collectif. Donc, je comprends que parfois ces procédures peuvent prendre du temps. Il n'empêche que c'est aussi dans la sécurité de la gestion des fonds publics dont je suis responsable, mais pas simplement pour se couvrir, mais juste parce qu'il y a des procédures importantes. Sachez en tout cas qu'on a enclenché un grand mouvement depuis mon arrivée et avec le soutien du cabinet de la Première ministre pour réduire les délais d'instruction des dossiers, mais on restera sur quand même quelques mois. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a un process d'engagement de l'État qui est important. Et du coup, ça me fait simplement, quand les sociétés vous expliquent que ça prend du temps, que c'est compliqué, ça me fait penser à un conseil que je donnerais, c'est que quand elles construisent leur plan stratégique, qu'elles incluent très en amont la recherche de fonds, même si le besoin n'est pas immédiat. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner d'une façon générique, mais qu'il est bon de rappeler. Ça veut dire notamment si, je prends l'exemple de Emarina a besoin de temps à 6 mois, mais pense qu'avec son développement, elle aura besoin de 2 fois ça, 3 fois ça, à 12 à 18 mois, qu'elle commence à travailler sur les 12 à 18 mois en même temps qu'elle travaille sur les 6 mois. Je sais que c'est un exercice qui paraît un petit peu compliqué, mais c'est une manière de rattraper le temps et ça exige du coup
de construire un plan stratégique dans lequel le financement est intégré et de construire une vision et une ambition pour son entreprise. En tout cas, c'est un conseil que je donnerais. Le deuxième que vous avez évoqué, c'est cette participation des grands acteurs industriels. Moi, j'appelle ça les grands frères des startups industrielles. Je pense qu'il est effectivement, c'est un choix stratégique. Une startup industrielle, elle peut soit se spécialiser, comme et Marina, si j'ai bien compris, dans un domaine dans lequel le marché est suffisamment clair, précis et… Oula, je suis en train de glisser, excusez-moi, je ne voyais pas que j'étais en train de glisser. Le marché est clair, précis, mais à une dimension qui est accessible à une start-up industrielle, soit au contraire se faire épauler par, vous avez cité Michelin, vous avez cité, on pourrait en citer d'autres, CGA, CGM, CMH, CGM, etc., qui sont là pour épauler des startups industrielles pour les aider à se développer. Je crois que ce phénomène de connexion entre les racines industrielles de notre territoire avec des grandes structures et les ailes que peut apporter l'innovation, c'est une richesse aussi qui est source de pérennité. Le dernier point très précis sur FNVI, dans les toutes prochaines semaines, vraiment c'est une question de semaines, vous allez avoir les processus qui seront formalisés. Ça a mis un petit peu longtemps à accoucher parce que c'est quand même des sommes considérables. Et je pense que par l'intermédiaire notamment de la BPI, vous aurez ces informations pour qu'on puisse enclencher les choses. Mais c'est une question maintenant de semaines et non plus de mois. Voilà pour répondre déjà aux trois premières questions. Oui. Bruno, si vous me le permettez, en ce qui concerne le FNVI, nous avons donc des relations régulières avec BPI France et notamment avec la nouvelle responsable du fonds FNVI. Et on a passé une sorte d'accord pour qu'on les aide à mobiliser les fonds et que c'est… Voilà. Donc, donc ça va même plus vite que je pensais. Voilà. Je pensais que vous n'en étiez même pas encore là. Donc c'est parfait. Voilà. Ceci étant dit, il faut bien remarquer, puisque nous faisons partie de la commission exécution de France Invest, que les grands investisseurs traditionnels, les mutuelles et compagnies, on a besoin effectivement de les pousser. C'est pour ça que les clubs d'entrepreneurs investisseurs jouent un rôle non négligeable, parce que ça leur montre que non seulement c'est pas risqué, mais en plus de ça, les retours financiers sont plus rapides qu'on le dit en général. Vous avez raison, mais bon, moi j'essaye le diable est dans les détails, mais j'essaye de faire la part des choses. On les sollicite sur, effectivement, les opérations type FNBI, on les sollicite sur des opérations en direct, on les sollicite sur le prochain qui a été annoncé, donc le prochain TIBI qui va être mis en place, lui également, je pense, d'ici le mois de juin. C'est-à-dire on les sollicite beaucoup, ces grands investisseurs traditionnels. Je pense que sans baisser la garde sur de la conviction pour qu'ils y aillent, ça peut expliquer parfois des arbitrages qui traînent un petit peu. Mais je crois que les sujets sont différents. Il faut vraiment qu'on arrive à montrer qu'on est sur un espèce d'escalier de croissance industrielle et chaque marche mérite qu'on s'y arrête. La première marche, la première usine, le développement et j'allais dire la mise en place vraiment des process de production, puis enfin le développement national et international, donc qui nécessite encore plus de moyens. Mais je pense que à travers vos actions, à travers nos actions, à travers toutes les actions de communication qu'on peut faire, expliquer qu'effectivement on a une richesse dans notre pays de création de nouvelles entreprises, de nouvelles industries qui méritent d'être soutenues, c'est un message qu'il faut vraiment marteler à côté de la morosité, de l'éco-anxiété, du découragement, de la résignation qu'on entend beaucoup trop souvent aujourd'hui autour de nous. Voilà. Alors, si vous le permettez, le président Sylvain Boucher a un commentaire à faire et peut-être une proposition, n'est-ce pas, Sylvain? Oui, je pense que ce que nous avons à faire ensemble, et nous l'avons déjà commencé depuis plusieurs années, et je vous sens dans votre propos, est exactement sur la même ligne, c'est redonner un sens industriel à l'ensemble des acteurs agissant sur le développement économique au sein du territoire national. Oui. Notamment auprès des investisseurs, des structures d'investissement
pour lequel l'investissement dans le monde industriel avec des outils de production reste encore vu comme un élément de risque additionnel qui effraie et qui fait que l'on préfère laisser le dossier à quelqu'un qui prendra le risque à sa place et venir en accompagnement quand quelqu'un d'autre a pris la décision. Et c'est là où une structure comme les fonds de la BPI ou le FNVI sont autant d'éléments qui permettent de visualiser, de construire différemment le discours sur le risque, sur le poids du risque lié à chacun des projets par rapport à leur caractère industriel. Nous, l'atout, vous l'avez vu, fort que nous avons, c'est ce rôle ce rôle coopératif, collectif que nous animons sur l'ensemble du territoire. Notre démarche Cluster Invest ces démarches d'accompagnement de financement. Et vraiment, la proposition pour nous, c'est d'être avec vous un partenaire du déploiement de cette politique. Et qu'on puisse construire ensemble une démarche d'accompagnement. Nous, en complément de la relation que vous avez au travers BPI avec les régions, ce complément qui est aussi la relation que nous avons, nous aussi, avec les régions, et les pôles en sont le témoignage, qui est la mise en œuvre opérationnelle directe dans des regroupements d'entreprises au sein des pôles et clusters, dans une vision très opérationnelle et immédiate et de réalisation concrète. Et donc, de construire une sorte de démarche un peu équilibrée en triangle entre vous, les régions et nous, quoi. Alors, moi, je pense que, d'abord, merci de cette main tendue. Je pense qu'elle est la bienvenue. Je vous ai parlé tout à l'heure de France 2030 régionalisée. J'ai omis de vous préciser également que dans chaque département, il y a maintenant des sous-préfets à l'investissement qui sont donc en charge du déploiement pour l'État, en tout cas de l'information et de la remontée d'informations pour l'État de France 2030 et des gens qui s'y intéresseraient. Je pense que la bonne maille, elle est à l'heure où nous parlons au niveau régional, effectivement. Ça veut dire que moi, je vous encourage et j'y suis très favorable. Et je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre sur une formalisation de relations avec France Cluster. Mais moi, je vous encourage à déjà, dans un premier temps, ouvrir le dialogue avec les préfets de région sur les territoires où vous êtes, parce qu'ils sont demandeurs, parce qu'on a mis en place déjà pas mal de procédures d'identification avec les DRETS, avec les SGAR, enfin bon, avec toutes les organisations décentralisées déconcentrées de l'État. Et ça, je pense que ça serait déjà une première étape importante. Après, pour aller plus loin dans votre proposition, évidemment que quand vous dites on est intéressé à vous aider au déploiement et à l'accompagnement, je peux que dire oui. Le diable, encore une fois, est dans les détails. C'est qu'est-ce que ça signifie. Ma réserve ou ma prudence à vous répondre, qui n'est pas du tout de la langue de bois, c'est de vous dire ça ne peut pas être dans une relation évidemment exclusive, parce qu'il y a d'autres services qui sont… moi, mon rôle, c'est de capillariser au maximum la diffusion de ces moyens de l'État au service de l'innovation sur le territoire. Donc, loin de moi l'idée de sous-estimer votre puissance de feu, au contraire, c'est d'ailleurs une grande partie pour ça, je suis ravi de vous parler ce matin. Je dis simplement, je parlais tout à l'heure de trous dans la raquette dans tous les sens, je veille à ce que tous les trous dans la raquette soient couverts. Et ça serait malhonnête de ma part de vous dire, pas de problème, là, en webinaire, on se serre la main, on fait avec France Cluster, on n'en parle plus. Mais une démarche comme celle que je vous propose nécessite de se construire un peu et d'aller un peu plus loin dans le détail. Voilà, donc c'était exactement vous dire ça. Moi, comprenez bien que nous, notre souci, notre souhait, c'est de favoriser la rapidité de diffusion. Oui, et notre relais rapide auprès de l'ensemble des 80 000 entreprises que j'évoquais tout à l'heure au travers du réseau des pôles et des clusters, et je pense un outil à ce titre-là utile qui peut venir en complément des autres outils que vous avez dans la filière plus institutionnelle. Et en complément, et c'était aussi un des éléments que nous avons utilisé dans notre relation par ailleurs avec la BPI,
c'est le vécu des entreprises sur le terrain quand il faut concrètement monter un dossier et la différence qui peut exister parfois entre la procédure telle qu'elle est explicitée et la mise en œuvre concrète. Et donc, essayer d'identifier et de contribuer à lever les incompréhensions ou les difficultés dans la mise en œuvre pour que la mise en œuvre obtienne le maximum d'efficacité. Nous, notre intérêt pour le collectif, et vous l'avez vu, nous nous sommes investis pour construire cette démarche Cluster Invest, pour nouer des relations avec des investisseurs, des fonds d'investissement et construire avec eux une démarche de recherche de haut de bilan pour les aider à consolider leur capacité de croissance. Nous, notre souci principal, c'est de faire en sorte que ces entreprises qui s'investissent pour faire de l'innovation, qui à un moment donné ont le potentiel pour devenir des acteurs, pas nécessairement, comme je le disais, cherchant à être des milliardaires, mais à être des acteurs impliqués, intervenants et significatifs dans leur domaine d'activité, puissent concrétiser effectivement l'investissement qu'ils ont réalisé. Il y a eu trop de cas d'entreprises, vous avez eu trois domaines d'intervention qui ont été présentés, enfin 4 avec la santé, j'en représente un 5e avec le monde de l'environnement. J'ai le nombre d'entreprises qui sont investies, qui ont mis en œuvre des procédés pour résoudre un problème environnemental, qui ont pu le qualifier avec des pilotes qui ont bien fonctionné, et qui, au moment du passage à l'acte, alors que les commandes étaient là, n'ont pas pu réaliser parce que les investissements de production ne pouvaient pas se mettre en œuvre, et pour lesquels finalement c'est un investisseur américain ou un investisseur chinois qui a pris la place et qui a déplacé la mise en œuvre du brevet. Ce genre de situation arrive trop souvent. Et je suis d'accord avec vous. Et ne prenez pas ma réserve ou ma prudence comme un rejet, au contraire, de votre proposition. C'est l'inverse. Je dis, le diable est dans les détails, donc ça veut dire que là, il faut qu'on construise quelque chose avec vous. Moi, je suis d'accord. D'abord, deuxièmement, si je vous ai invité à vous rapprocher des régions, parce que je le sais aussi pour vous dire que ces comités de suivi régionaux, il faut absolument, la prochaine fois qu'il y en a un dans votre région, que la personne qui est sur ce territoire y aille et vienne, participe à ce comité de suivi. C'est important que vous fassiez partie de cet écosystème. Il n'est absolument pas réservé aux institutionnels. Donc, on va veiller à ce que vous soyez bien invités aux différents comités de région, de comités de suivi régionaux pour que vous vous y impliquiez. Donc, c'est l'inverse. J'accepte avec grand plaisir votre proposition. Je dis simplement qu'elle ne peut pas être dans une forme de chemin d'exclusivité parce que j'ai la même des chambres de commerce et d'industrie, j'ai la même des chambres de façon, j'ai la même. Ce qui prouve d'ailleurs que France 2030 intéresse tout le monde, ce qui est très bien. Nos collectifs, comme vous l'avez vu, sont constitués d'entreprises et l'objectif, c'est d'être les meilleurs, mais d'être les meilleurs sur la base de résultats concrets. Et c'est bien dans cette optique-là, ce que l'on veut, c'est apporter le résultat pour nos membres. Et pour que ce résultat se fasse, la démarche d'investissement, ce n'est jamais que la conclusion d'un parcours. Et comme c'est la conclusion d'un parcours, ce que nous faisons par ailleurs, c'est justement par des démarches de formation, des démarches d'animation et d'acculturation, c'est accompagner ce parcours. Les entreprises et les membres des pôles qui sont autour de la table peuvent en témoigner. Les entreprises qui vont pitcher à un moment donné pour essayer de lever des fonds, elles ont été accompagnées, formées, autant dans leur démarche d'innovation, dans leur démarche de construction d'un business model pour une démarche de croissance, mais aussi de transformation de leur organisation, qui est aussi une des composantes qui permet de garantir que c'est bien un processus complètement assimilé et intégré de transformation pour franchir une étape. Et c'est bien dans ce schéma-là que nous nous positionnons. C'est une vision ensemblière d'une démarche qui permet de faire en sorte qu'une entreprise, à un moment donné, sur un territoire qui a une taille donnée, 10 ans après, peut avoir 10 fois la taille qu'elle avait auparavant pour concrétiser un projet qui a du sens et que nous pouvons nous qualifier parce que la relation avec l'entreprise, nous l'avons quasiment tous les jours. Et je suis à 100% d'accord avec votre propos et je suis d'ailleurs très heureux que vous proposiez de vous impliquer plus. Je vous propose, juste parce que le temps est bientôt compté, mais moi je dirais, à ce stade-là, je vais, Jean-Marc Galland qui est en face de moi, qui s'occupe des pôles territoires, on va organiser une petite task force pour qu'on ait un peu plus dans le détail ce qu'on peut faire avec France Cluster, pour entrer un peu vraiment dans les détails. Vous impliquez, ça c'est déjà acquis,
systématiquement dans ces comités de suivi, vous puissiez écouter ce qui s'y dit, intervenir et effectivement accélérer les choses si c'est possible. Je crois qu'on partage la même vision. La vision, c'est de dire, c'est super de parler de licorne, c'est super de parler des grands champions, des GAFAM, du numérique, etc. On s'est rendu compte qu'à la fois pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de nouvelle société qu'on est en train de construire, j'allais dire, enfin, avec surtout la prise de conscience des ressources limitées, une évolution de la consommation, etc., le sens donné au travail, tout ça modifie, bouleverse les entreprises. La pérennité jamais est rassurante dans ces turbulences. Et créer des entreprises qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer, qui vont se développer de façon plus harmonieuse, est à mon avis la piste la plus sage pour notre pays demain. Et donc on partage ces valeurs-là. Donc moi, je suis plus que ravi, et donc je vous remercie et j'accepte votre proposition avec joie. On va constituer cette task force, on va en reparler, donc à vous de nous dire auprès de qui, donc on prendra contact avec vous là, Monsieur le Président, on prendra contact avec vous, puis vous nous direz avec qui on va dispatcher. Pour que Paul Robert et Xavier Roy. Bon, ben, très bien, Paul Robert et Xavier Roy. Comme ça, on revient très vite. On fait 2 ou 3 séances de travail, et puis là, on marque un truc, et à la limite, ça sera l'occasion de refaire un webinaire avec tous vos membres pour annoncer la bonne nouvelle et des méthodologies de travail qui seront plus satisfaisantes. Ça vous va? Bien, merci à vous. Un grand merci à vous, parce que Matignon vous appelle. Merci aussi à ceux qui se sont investis ce matin pour participer pendant 1 heure. Voilà, j'ai fait le max. Vous me voyez de temps en temps regarder mon téléphone sur le côté parce que je regardais s'il y avait une alerte. J'en ai pas eu, mais là, par contre, je suis attendu de l'autre côté du mur. Je vous remercie tous. Merci, mesdames et messieurs. Et puis, donc, au plaisir de concrétiser cette proposition. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.